C'est un monde nouveau qui naît sous nos yeux depuis bientôt 2 ans. Un monde de restrictions, de privations, de contrôle. Un monde de passes sanitaires, de passes vaccinales, de passes professionnelles. Un monde de confinement, de couvre-feu, de masques, de gestes barrières. Un monde de délation, d'accusations, de dénonciations. J'entendais que dans les cours d'école, certains élèves font désormais la police contre leurs petits camarades. Ils pourchassent ceux qui ne portent pas le masque. Il y a dans certains esprits des choses qui s'apprennent très tôt. Depuis des mois, j'ai l'intuition que nous avons mis le doigt dans un engrenage duquel nous ne sortirons plus. Depuis des mois, je vois un variant remplacer un autre variant, comme dans un monde sans fin. J'observe aussi que tout le monde, ou presque, semble d'accord. Il est né, le divin enfant, l'enfant du Covid, l'enfant de la peur, l'enfant du diable. Qui sait ? Le 21e siècle sera sous cloche ou ne sera pas. Bienvenue dans le nouveau monde. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement, et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité ? Vous êtes contre la qualité, vous ? Démarche qualité, c'est des gens qui se suicident aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives. Comment on se bat contre l'excellence, comment on se bat, voilà. Eh bien, on sait pas. On sait pas, et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Et donc voilà, donc on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire, et c'est ça que sont les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Je pense que le grand danger vient de la façon dont ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process, elle peu à peu, elle n'a plus de métier. Elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence, c'est notre ennemi absolu. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Une compétence, un métier, c'est du savoir-faire. Une compétence, c'est du savoir-être. Autrement dit, c'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, à une compétence. Ça sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui, je pense on peut se défendre parce que nous en souffrons tous individuellement. Mais quand on fait les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc-là. On est tous tout à fait à l'aise. Et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable. On est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous. On veut plus de ce truc-là. Pourtant, on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc, individuellement, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous qu'on ne devrait pas. Ce qui est intéressant dans un atelier de désintoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble qu'on se fout de nous et il va être temps de se défendre. C'est avant tout de la psychologie. Et je m'appelle Idriss en référence à un grand maître soufi qui s'appelait Idriss Shah. Et on lui avait posé une question à la radio, je crois que c'était en 75, donc ça date déjà pas d'hier. On lui avait demandé, écoutez, monsieur Shah, vous êtes issu d'une famille noble, etc. Vous avez beaucoup réfléchi à la psychologie. Dites-nous, en 2 minutes, selon vous, ce qui pourrait sauver le monde. Il a dit, écoutez, c'est très simple. Il suffirait que le monde entier connaisse les expériences de psychologie qu'on a faites depuis 30 ans. Les expériences sur la conformité, les expériences sur la peur, les expériences sur la soumission à l'autorité, donc Milgram notamment. Il suffirait que tout le monde connaisse ces expériences-là. Si elles étaient parfaitement connues du public, le monde serait sauvé. Il l'a dit cash,
J'aime bien comparer en tout cas les vices de l'industrie pharmaceutique actuelle aux vices qu'on avait connus dans les industries biotechnologiques dans les années 90-2000. Et on avait déjà le même problème du débat. C'est-à-dire que les biotechnologies, c'est intéressant, c'est une science, il faut les développer, etc. Elles ont un potentiel remarquable. Mais en même temps, les avoir en monopole par certaines sociétés, comme à l'époque Monsanto, qui est effectivement très connu pour ses écarts graves et en l'occurrence ses fraudes, eh bien ça c'est un problème. Et en fait c'est le monopole qui est le problème. C'est le monopole qui est le problème. Exactement. Et le conditionnement, parce qu'on en revient à de la psychologie, c'était qu'en fait pendant trop longtemps, les chercheurs n'avaient pas été vaccinés intellectuellement à cette fraude de dire les biotechnologies c'est bien, c'est de la science c'est bien, Monsanto fait de la science, donc Monsanto est bien. Et justement pas si vite. Faire de la science c'est ni bien ni mal, c'est comment on l'applique. Alors dans le cas de Monsanto, sur le fait de créer un besoin à partir de rien, il y avait le fameux programme Terminator. Donc, Terminator, c'était des semences qu'on ne pouvait pas ressemer. C'était des semences dont la descendance était stérile. Et l'enjeu, bien sûr, était de créer un abonnement. Alors, les Guignols de l'info avaient fait un très beau sketch là-dessus où on voyait le représentant du grand capital, Monsieur Sylvestre, expliquer que l'abonnement, c'était le nouveau cheptel libéral. C'est comme ça qu'il l'expliquait. Et il disait, voilà, si vos paysans ne peuvent plus ressemer leurs semences, ce que l'on fait littéralement depuis 15 000 ans, eh bien, vous allez les abonner à partir de rien. Et on a vu dans l'industrie pharmaceutique des cas tout à fait similaires, en fait, de comportement. C'est-à-dire que des phénomènes qui sont naturels, on a essayé de les court-circuiter pour essayer de vendre un produit dont les gens n'avaient pas besoin. On a eu des cas de scandale aux États-Unis où la norme, par exemple, d'un état de santé a été modifiée via des congrès, via le consensus a été modifié pour dire si votre taux de telle hormone est en dessous de tel seuil, vous êtes malade, alors qu'avant on considérait que vous ne l'étiez pas. Et du coup, on crée des maladies à partir de rien. Vous dites, on change le curseur, on le met à telle ou telle hauteur et après tout s'enclenche. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est un modèle d'affaires, comme on dit, qui fonctionne très bien. Et alors justement, comment vous expliquez en même temps, quand même, je dirais, l'univers, il y a eu résistant, il y a eu tout ça, comment vous expliquez cette espèce d'acceptation, de passivité d'une grande majorité des gens? Comment on arrive à fabriquer, on l'a beaucoup écrit aussi, à fabriquer le consensus, mais de manière aussi massive? Ça, c'est un phénomène de psychologie qui est très connu, donc c'est l'addiction à la conformité, et vous le retrouvez chez les animaux sociaux en général, pas seulement chez l'humain. On a fait un petit test très amusant chez les macaremoines. Vous savez, les macaremoines sont des très beaux oiseaux, d'oiseaux de mer, qui sont très mignons, et les macaremoines, on essayait de les réintroduire sur une nouvelle route de migration pour éviter qu'ils se fassent chasser, qu'ils se fassent tuer. Donc on a planté des petits macareux en plastique sur une île pour que, vu du ciel, quand ils migraient, ils voient ces macareux en plastique, ils se disent tiens, ça c'est un arrêt, il faut qu'on s'arrête là. Et ces macareux en plastique, évidemment, on n'avait pas que ça à faire de leur donner 2 pattes. Ils avaient une patte. Donc c'était des macareux en polystyrène avec une seule patte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les macareux, dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu les macareux qui étaient déjà posés là sur une patte. Et ça a créé en fait toute une population de macareux qui, quand elle se pose, ne se met que sur une patte. C'est un vrai phénomène. Imitation, on l'a vu, donc ils sont sur une patte, moi aussi. Ils se sont dit, voilà, peut-être, après tout, imiter mon voisin chez les oiseaux migrateurs, c'est important. Donc, je vois que ce macareux en plastique, il est sur une patte, je vais faire pareil. Donc, ça marche chez le macareux. Oui, l'humain, quand même, on a 86 milliards de neurones, on a un cerveau d'1,5 kg, on est un peu plus sophistiqué. Oui, mais cependant, c'est possible de rendre les gens conformes à peu près n'importe quoi. C'est là-dessus que je veux insister, c'est qu'en psychologie, on a toute une batterie d'études, d'expérimentation, qui démontrent clairement qu'on peut rendre l'humain conforme dans les bonnes conditions à beaucoup de choses. Alors, c'est toujours pareil, sur 10 personnes, il y en aura une qui résistera. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a des résistants dans les situations les plus tendues de notre histoire. Et heureusement. Rappelez d'ailleurs cette Idriss Aberkan, vous avez évoqué l'expérience de Milgram. Je voudrais qu'on la rappelle pour les éditeurs parce qu'elle a été capitale, cette expérience-là. Tout à fait. Elle fait partie d'une série d'expériences dans les années 50 et 60, mais fondamentalement, on voulait explorer justement pourquoi les gens avaient collaboré, pourquoi des bons pères de famille avaient pu collaborer avec l'horreur nazie. Et en fait, donc Milgram avait testé la soumission à l'autorité, et pas n'importe quelle autorité, l'autorité scientifique. Donc il avait pris quelqu'un en blouse blanche et il disait à ses sujets, voilà, vous avez un petit bouton, vous envoyez une décharge électrique à un patient, à un sujet qui est derrière la vitre. Donc un patient humain, oui, c'est pas un cobaye animal, quoi. Tout à fait. Et donc cet humain, si jamais il répond mal à telle ou telle question, vous allez lui envoyer une décharge électrique. Il y avait tout un niveau de décharge, notamment des décharges quasi mortelles.
Et c'était ça l'expérience. Le vrai testé, c'était pas le pauvre gars derrière la vitre qui se prenait des décharges électriques, c'était bien sûr la personne qui appuyait sur les qui boutons. étaient les fausses décharges électriques. Il faut préciser qu'on n'était pas en train de les torturer. Alors absolument, le type derrière la vitre, en fait, c'est un acteur. Il voit juste un bouton lumineux qui lui dit ce qu'il doit jouer, s'il doit jouer la douleur absolue ou bien simplement une petite gêne. Et en fait, ce que Milgram a constaté, c'est que même quand les sujets étaient mis en position d'électrocuter quelqu'un pour rien, et parfois même non vraiment pour tester, dire tiens j'ai un bouton, si je lui mettais une décharge juste pour voir, eh bien on avait des gens effectivement 6 sur 10 en moyenne qui vont continuer à électrocuter la personne. Et après ce que Milgram teste bien sûr, c'est donc la soumission à l'autorité, c'est-à-dire une fois que la personne se dit ah mais j'ai des doutes quand même, est-ce que c'est bien d'électrocuter mon prochain finalement, et ben dès que la blouse blanche arrive, je dis vous devez le faire. Ou qu'elle dit, donc il y avait toute une série d'escalades. La blouse blanche commande. Elle a une blouse blanche, c'est l'autorité. Mais justement, il y avait une série de niveaux, c'est-à-dire il y avait vous devez le faire, il y avait j'assumerai toute responsabilité, c'était le niveau au-dessus, et il y avait vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Ça c'était le dernier niveau. Vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Et là, Milgram a vu que moins d'une personne sur 10 résistait au vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. C'est fou. Et alors, il y a eu, et c'était dans les années 50, 60, comme vous dites, donc des décennies ont passé, et en fait, on est toujours, grosso modo, dans cette acceptation. Oui, parce que cette expérience n'est pas assez connue. Alors heureusement, elle l'est de plus en plus. Il y en a d'autres. D'ailleurs, des expériences de psychologie montrent que quand les gens ont une culture de ces expériences, ils y sont moins sensibles. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un dans une situation de reproduire l'expérience de Milgram et qui connaît déjà cette expérience, même si l'expérience est différente, même si c'est plus une blouse blanche, que c'est quelqu'un en bleu de travail, j'en sais rien, eh bien, il y aura moins d'effets. Donc la culture psychologique est essentielle pour empêcher les gens de tomber dans ces pièges. Oui, c'est très important. Et qui dit culture psychologique, il faut bien comprendre ça, c'est cette espèce de sentiment infracassable, immarcessible de liberté. Il faut comprendre que la liberté, oui, elle ne s'use que quand on ne l'utilise pas, nos droits ne s'usent que quand on ne les utilise pas, mais la liberté demande un effort. La liberté demande un effort intellectuel, elle demande un effort au cerveau. Notre cerveau aime faire le moins d'efforts possible. C'est une théorie bien connue en sciences cognitives. On appelle ça la théorie du misérable cognitif. Le cerveau est paresseux, intrinsèquement. On aime prendre le moins de décisions possible. On aime faire le moins d'efforts possible. Et dire non, ça demande un effort. Dire oui, ça ne demande pas d'effort. Et le marketing a toujours utilisé cette technique, c'est-à-dire que, d'ailleurs on le voit même dans un film que j'aime beaucoup, c'est Pépé le Moco, donc ça va rajeunir personne, mais c'est un très très bon film. Il y a une scène comme ça où ils sont en train de négocier des bijoux volés, et puis on a un des camarades de Pépé le Moco qui dit du receleur, écoute, plus il réfléchit, plus on perd. C'est tout à fait vrai. Alors en marketing, c'est comme ça, plus le client réfléchit, plus vous perdez. Puis on peut limite le voir, on voit un compteur d'euros qui s'évapore dès que le client réfléchit. Donc l'idée, c'est qu'il faut que les gens réfléchissent le moins possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens n'aiment pas réfléchir et n'aiment pas utiliser leur conscience, n'aiment pas utiliser. Pour les marketeurs. Bien sûr, pas pour nous. Alors, il faut effectivement rappeler que la conscience nécessite un effort, et dire non demande plus d'efforts que de dire oui en toute situation. C'est très très important ça, quand je parle verbalement évidemment, c'est pas faire un effort, oui à sauter, à faire une épreuve olympique, mais quand quelqu'un parle, dire non demande plus d'efforts que de dire oui, et ça c'est un phénomène psychologique bien connu. Et c'est en tout domaine et en toutes circonstances, oui. on peut le dire. Là, c'est pas qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents, mais que les gens réagissent en allant chercher. Est-ce que la recherche, là, est-ce que l'examen, est-ce que l'approfondissement de l'étude joue un rôle? Oui, parce que si vous ne contrôlez pas votre nutrition, vous êtes un animal d'élevage, en fait, fondamentalement. Un adulte, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. Un enfant, non. Un enfant, il va à la cantine. Alors même à la cantine, aujourd'hui, on essaie de lui donner le choix. On essaie tout de même de lui apprendre que contrôler ce qu'il mange, c'est un pas vers la vie adulte. Mais un adulte, pleinement responsable et libre, c'est quelqu'un qui choisit ses repas. C'est la même chose pour les repas intellectuels. Quelqu'un qui est nourri à la béquée intellectuellement n'est pas libre. C'est un animal d'élevage. Ou c'est un enfant, au choix. Il n'est pas forcément destiné à être, bien sûr, exécuté, emballé dans du cellophane. Un enfant qui reste un enfant jusqu'à... Oui. Oui. Donc, heureusement, aujourd'hui, nous avons la possibilité de contrôler nos repas intellectuels. Ça nous limite, bien sûr, la malbouffe intellectuelle, parce que la malbouffe existe. Bien entendu, le même burger calibré, c'est un problème. La malbouffe intellectuelle, qu'est-ce qu'elle existe aussi? Oui, exactement. Et vous l'avez vu même progresser dans votre carrière. Vous avez vu à quel point on pouvait calibrer des messages, des approches, etc. On le voit aussi bien dans les messages politiques que dans d'autres circonstances. Et ils appellent ça des éléments de langage. Tout à fait. Et les éléments de langage, en fait,
sont un peu l'équivalent des graisses saturées pour la malbouffe intellectuelle. On devrait comme ça voir les ingrédients. On sait que quand on mange tel hamburger, quand on mange tel produit très sucré, on va avoir des problèmes. Eh bien, on devrait regarder les ingrédients des repas intellectuels que nous faisons. Et je considère effectivement que les éléments de langage sont aujourd'hui des poisons à petit feu qui nous tuent intellectuellement. Alors, il y a un explorateur que j'aime beaucoup, que je cite énormément, c'est un monsieur remarquable, renseignez-vous sur vous, c'était Richard Francis Burton. Richard Francis Burton, c'est un explorateur britannique, un gentleman extraordinaire, il parlait 29 langues, il est allé aux sources du Nil, il a fait le pèlerinage à la Mecque déguisé en arabe, c'était un grand espion, un grand diplomate, et c'est pour lui que Conan Doyle a inventé le terme gentleman extraordinaire, ce fameux terme qu'on a vu dans un film de Sean Connery ensuite. Et bien Richard Francis Burton disait, c'est très simple, fais de ta pensée un empire. Vous savez, quand vous avez une maison, vous dites « je suis chez moi ». Je suis chez moi, c'est ma maison. J'ai mon toit, mon jardin, je suis chez moi, ce sont mes règles, je suis dans ma maison, tu es sous mon toit. Rappelez-vous cette expression très méditerranéenne, tu es sous mon toit. Je t'accueille l'hospitalité, etc. Voilà, exactement. Eh bien, acceptez que vous avez aussi un toit intellectuel. Vous avez, votre conscience, c'est votre maison. Et donc, vous devez régner sur cette maison charbonnier et maître chez lui. Eh bien, vous êtes maître en votre conscience. Donc, Richard Francis Burton disait « fais de ta pensée un empire ». Ta pensée, c'est ta maison, tu dois régner dessus, ne laisse personne régner sur ta pensée à ta place. Et en pratiquant ça régulièrement, en se posant la question, voilà, qui dans le bus, qui dans la voiture, en déplacement, ou même à la maison, tranquillement, en lisant son journal, comment je vais faire aujourd'hui de ma pensée un empire, avec des frontières, à commencer par là, avec des frontières, n'entre pas qui veut dans ma pensée. Eh bien, là, c'est la solution pour pratiquer, pour muscler sa conscience. Oui, après tout, il y a un pass sanitaire. Pourquoi il n'y aurait pas un pass de conscience ? Vous avez, ne rentre pas dans ma conscience comme ça. Bien, moi, je dois montrer un pass pour rentrer dans tel ou tel établissement. Eh bien, toi, tu vas devoir montrer un pass aussi pour rentrer dans ma conscience. En fait, à part les anticorps, il faut un peu les anti-esprits, peut-être. Je sais pas en tout cas, par exemple, les éléments de langage étant reconnaissables comme des toxines, puisqu'ils sont là pour nous manipuler, ils ne sont pas là dans notre intérêt. Oui, nous devons être capables de les reconnaître. Et donc, effectivement, là, nous devons avoir des anti-éléments. Absolument. Un anticorps contre les éléments de langage. Telle phrase toute faite, telle phrase répétée en boucle, etc. par tel ou tel politicien ou marketeur, eh bien, nous devons être capables de la reconnaître immédiatement et dire, bon, voilà, je vois bien que tu essaies de m'envoyer tes toxines, mais moi, etc. Ouais, tout à fait. En fait, on a, même dans les réseaux sociaux, quand on fait de la psychologie de groupe, on a un phénomène on l'appelle la légende du 100e singe. Alors ouais, ça fait un petit peu... Ouais. La légende du 100e singe, c'est une légende, mais elle est vraie en psychologie. Alors, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas vraie, mais elle est utilisée pour expliquer le phénomène qui, lui, est exact en psychologie, qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais à Bikini, des bombes nucléaires, bien pour ça qu'il y avait le maillot de bain, le bikini, on disait il y avait la bombe atomique, et le bikini, c'était la bombe anatomique. Je ferme la parenthèse. Eh bien, on a voulu réintroduire les singes, mais les noix de coco étaient polluées, nucléaires. Alors, on introduit un singe qui sait, on l'a formé à nettoyer la noix de coco. Alors lui, il lave la noix de coco, tu vois. Puis comme les macaremoines dont on a parlé tout à l'heure, là, les singes le voient, ah c'est marrant, faut faire ça, tiens, je vais faire pareil. Bon, alors on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la noix de coco. Alors qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, on a 10 000 singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il se passe rien. On introduit 2 singes, il se passe rien. Puis on en introduit 30, on en introduit 40, il se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au 100e singe, d'un coup, les 10 000 singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle s'est pas vraiment passée, mais dans les points de basculement, bon, c'est comme ça le terme technique, c'est points de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et j'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racine du nombre, c'est très intéressant. 10 000 singes, 100 singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer 1 million de personnes, il suffit de 1000 personnes, ce qui n'est rien. Pour leur faire changer de comportement. Et on le voit même dans des cas graves, donc d'abus des droits de l'homme. Par exemple, on sait que quand quelqu'un se fait taper dans la rue, etc., on a ce qu'on appelle le bystander effect, pardon pour l'anglicisme, l'effet de la personne qui reste là, qui est pétrifiée, qui regarde. Qui est sidérée, qui n'ose pas intervenir. Et en fait, une seule personne qui brise ça, un seul individu courageux qui rentre et qui dit non, je ne peux pas laisser faire ça, eh bien ça donne du courage à tous, et c'est très exactement ce qu'on a vu avec Winston Churchill à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Il faut pas oublier qu'à l'époque, le parti collaborationniste au Royaume-Uni était majoritaire. La différence immense entre la France et le Royaume-Uni, c'est que les collabos étaient déjà au pouvoir au Royaume-Uni, alors qu'en France, ils sont arrivés au pouvoir grâce à la défaite.
bête. Et on se rappelle comment Halifax et Chamberlain voulaient pousser Winston à négocier avec Hitler. Pour eux, le poste de Premier ministre était, pardonnez-moi, un bâton merdeux et Winston Churchill allait se planter. Le problème, si vous dites, il suffit d'un homme courageux pour, effectivement, un couple qui se fait tabasser dans le métro, dans le train, etc. Sauf que, qu'est-ce qui ce couple, cet homme courageux ou cette femme courageuse aussi, se fait poignarder et les autres vont être tout aussi sidérés. C'est-à-dire que, est-ce qu'il entraîne toujours, est-ce que ce serait formidable, est-ce que ce poids d'entraînement est immédiat ou alors, effectivement, au contraire. Il est quasiment immédiat. La plupart des expériences qui ont été faites, vous savez, les Américains aiment beaucoup faire ça sur leur campus. Ils prennent des étudiants qui font partie du département de psycho, puis qui se battent comme ça dans la rue, sur le campus, puis ils regardent. Et pourtant, on sait d'ailleurs que la population des étudiants des campus américains n'aime pas trop prendre de risques. C'est des étudiants endettés, tout ça. Ils ont une psychologie pas de preneur de risques. Et pourtant, même là, avec cette population qui est moins labile, moins réactive à ce genre de preuve de courage, eh bien, en général, on voit d'excellents résultats. Une seule personne qui s'avance et qui dit stop, je dis non, vous ne pouvez pas vous battre comme ça sur le campus impunément, même si les gens sont plus baraqués qu'eux. On a fait tous les tests, on a pris des rugbymen, on a pris des joueurs de football américains pour voir si ça dissuadait les gens. Même là, quand vous avez une personne qui intervient, ça donne du courage à tout le monde. En fait, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça dépend du caractère, ce que l'on appelle le caractère, la personnalité. On prend des gens comme Martin Luther King ou Gandhi qui ont demandé, qui ont exigé des mouvements de désobéissance civique. On se rappelle donc de Martin Luther King après Rosa Parks qui a dit « nous allons boycotter les autobus ». C'était illégal, mais ils l'ont fait quand même. Gandhi a dit « voilà, nous allons coudre nos propres vêtements, nous allons tisser nos propres vêtements ». C'était illégal, il s'exposait à de la prison, certains ont fait de la prison pour ça, mais Gandhi a été suivi. Et Gandhi et Martin Luther King ont été suivis par des personnes de toutes les formations. On avait des médecins parmi les gens qui les suivaient, on avait des avocats, on avait des gens qui avaient un niveau d'études reconnu par la société élevé et on avait des gens qui n'avaient pas de niveau d'études reconnu par la société. Parce que ce qu'avaient ces personnes en commun, ce n'était pas leur niveau d'études. Gandhi était avocat, Martin Luther King était docteur, je crois, en sciences sociales, mais fondamentalement les gens qui les ont suivis, par exemple Malcolm X par la suite qui va défendre Martin Luther King après l'avoir attaqué, Malcolm X était autodidacte, entièrement autodidacte. Donc les gens qui les ont suivis, ce n'était pas leur niveau d'études qui les distinguait, c'était leur caractère, c'était leur personnalité. Et en particulier, dans ce caractère et cette personnalité, bien, il y avait la capacité à assumer ses propres actes. Parce que la conformité, ça donne l'avantage de pouvoir dire « mais ce n'est pas moi ». Cette décision, si le résultat de mes actions est en fait une action conforme, est issue d'une action conforme, tout le monde le faisait. Oui, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Voilà. Du coup, on peut plaider, on peut dire, si jamais on passe un jour devant un juge, le juge physique ou le juge de l'histoire, on peut dire, mais tout le monde le faisait. Donc, il y a des caractères, il y a des états du caractère humain où on a envie de ne pas avoir à assumer les conséquences de ses actes. Et il y a des personnes, pour une raison X ou Y dans leur vie, parce qu'elles ont été confrontées, alors c'est des fois les grands frères, ce sont des fois des personnes qui ont dû très tôt s'occuper d'enfants, donc ça peut être voilà des grands frères qui s'occupaient des enfants quand la maman n'était pas là. Et très rapidement, c'est-à-dire dans les statistiques, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de chances d'être médaillées à l'armée, je parle, de courage, quand on a fait sur la Victoria Cross. Qui réfléchissent par eux-mêmes et qui se disent ça va pas. Et ce qui est intéressant, qui sont obligés d'assumer leurs actes. Parce que pour prendre sa propre décision, il faut aller chercher ses propres informations. Donc dès lors qu'on est dans l'état psychologique d'assumer ses propres actes, eh ben tout en découle. L'information libre en découle, la prise de conscience en découle, parce que on s'est mis dans l'état de dire mes actes m'appartiennent, me regardent et je devrais en répondre individuellement. Même si tout le monde le fait, c'est moi individuellement qui vais devoir assumer cet acte. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'intérêt de masquer les enfants, et là c'est quelque chose sur lequel on peut être péremptoire. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'intérêt de masquer les enfants. Alors, on avait un peu évoqué cela, des expériences de psychologie en Union soviétique démontraient, on s'était beaucoup posé la question quand on a analysé psychologiquement l'Union soviétique, pourquoi, comment les gens pouvaient accepter des directives stupides, mais vraiment stupides. Alors, on leur aurait demandé de danser sur un pied en se tenant le nez, ils l'auraient fait. Et on sait maintenant en psychologie que c'est une méthode de manipulation qui consiste à recruter l'ego du sujet. C'est-à-dire que on demande aux gens, on leur dit écoutez, allez-y, dansez sur un pied en vous touchant le nez. Faites-le, allez-y, faites-le. Ouais, genre, il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils savent très bien que sinon ils finissent en prison, au goulag ou ailleurs. Et puis, ce qu'on observe, c'est que 2 semaines plus tard,
vous allez avoir des gens qui vont rationaliser ça, qui vont expliquer, tiens, mais ils ont eu raison, le comité central a eu raison de nous faire danser sur un pied, c'est très bon pour notre tension artérielle. Ah oui, puis en plus, c'est vrai que ça nous réchauffe l'hiver. Et puis, je crois aussi que ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Ah, mais t'as tout à fait raison, camarade Popov, ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Donc, on observe les gens qui peuvent rationaliser eux-mêmes une décision, une directive complètement stupide qu'on leur a dit de faire. Et ça, c'est une technique de manipulation des masses qui est très utilisée, qui fonctionne, qui a été testée. Vous dites que ça fonctionne pour le masque, là, pour les gosses. Moi, vous allez voir plein de gens, donc j'insiste, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas la moindre preuve de l'intérêt du port du masque pour les enfants à l'école, absolument pas. Et quand en plus on croise cela avec les comportements très peu exemplaires que nous avons vus, puisque nous avons vu qui des amis de Marlène Schiappa, qui des politiciens français faire la fête sans masque, se serrer la main, s'embrasser. On a vu Ursula von der Leyen embrasser l'inénarrable Bourla, patron de Pfizer. Voilà. Pfizer, ouais. Donc bon, on les a vus se faire de gros bisous très mignons et des embrassades et des empoignades. Et à côté, on dit à nos enfants qui sont en plein développement psychologique qu'ils vont devoir effectivement manger seuls à la cantine avec un masque, etc. Donc, comme disait Philippe Bouvard, si on veut continuer à marcher sur la tête, il va falloir remplacer le gel par du cirage. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, fondamentalement, il faut comprendre que l'humain peut rationaliser post-hoc, donc après coup, post-hoc en latin ça veut dire après coup, peut rationaliser après coup une mesure débile, et que comme ça crée du consentement. Ça fait que le camarade Popov va vous sortir que danser sur un pied en se touchant le nez, ça permet d'augmenter la souplesse du talon d'Achille, alors que c'est juste une mesure débile. Et ça s'appelle la fabrique du consentement. Tout à fait. Et c'est pas du tout devenir un ermite que de poser des questions. Vous avez, ne cherchez pas à convaincre les gens, pratiquez l'ironie socratique. Dites, ah bon, d'accord, je ferai confiance. Ah, mais comme Colombo, quoi. On va y rappeler Colombo, vous regardez des épisodes de Colombo. Ah, d'accord, pardon, j'étais bête. J'avais pas vu ça, très bien, puis il s'en va. Puis il revient, ah, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi Pfizer, qui nous veut autant de bien, a été condamné en 2009 à 2,3 milliards de dollars d'amende pour charlatanisme? Pourquoi? En quoi peut-on effectivement... Alors je pose juste cette question, moi je ne comprends pas, expliquez-moi. Parce que effectivement, si on me demande de confier mes enfants à un pédocriminel multirécidiviste, je ne le ferai pas, ça c'est certain. Alors pourquoi une entreprise qui a... non plus. Voilà, personne, je pense que personne de sensé ne le ferait. Alors pourquoi Pfizer qui a, c'est très facile à vérifier, donc vous avez un site internet qui s'appelle Violation Tracker, donc vous avez la liste de toutes les condamnations avec la source, et le CV de Pfizer est absolument remarquable. Ils ont accumulé plus de 5 milliards d'amendes dans les 20 dernières années, essentiellement pour charlatanisme et manipulation de données. Bon, ne cherchez pas à convaincre, à partir de ça, posez juste la question. Après tout, c'est pas à vous de convaincre, vous posez juste, mais pourquoi je ferais confiance à cette entreprise? Je ne comprends pas, puisque moi je n'ai pas appris à faire confiance à quelqu'un qui a violé la loi de façon aussi régulière. Alors je comprends pas pourquoi je devrais lui faire confiance, mais dites-moi, ça m'intéresse de le savoir. N'essayez pas de supporter la charge de la preuve vous-même, puisque quand quelqu'un vous impose un inoculat, c'est à lui de prouver. C'est pas à vous de dire je dois prouver que cet inoculat est dangereux, c'est à la personne qui vous l'impose. D'une façon générale, le remède à la folie, c'est la sagesse. Donc il faut revenir à comment aurait fait Socrate, comment aurait fait Zénon, comment aurait fait tous les plus grands sages de l'Antiquité, dont Diogène, évidemment, Diogène qui vivait dans son tonneau, là, qui pratiquait le cynisme, c'est-à-dire essayer de vivre comme un chien, littéralement. Comment ces gens auraient fait? Parce que Socrate, c'était la mouche du coche. Il disait, moi je ne suis qu'une mouche, voilà, Athènes c'est un carrosse avec un cheval, avec un cocher. Moi je vais juste me poser un peu sur le nez du cocher et lui poser 2-3 questions. C'est ça, c'est Colombo, c'est ça, c'est l'ironie socratique. Donc il y a juste ça à faire. Il faut pas en faire une montagne. Il faut se dire, comment puis-je être un peu la mouche du coche sans être, je vous demande pas d'être le frelon du coche, je vous demande pas d'être le braqueur du coche avec un tromblon dans la forêt, la bourse ou la vie, juste être la mouche qui pose 2-3 questions. Vous savez très bien, vous qui avez fait du droit, vous savez très bien que les libertés publiques peuvent être limitées au nom de l'intérêt général. C'est très intéressant ce que vous dites. Merci. En droit constitutionnel, oui, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel. À valeur constitutionnelle. Absolument. Mais ça n'a pas pour effet de mettre sous cloche toutes les libertés fondamentales, dont des libertés fondamentales comme la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la liberté de croyance, vous voyez. Donc ce n'est pas la santé qui doit être au sommet de notre hiérarchie des normes juridiques. Non, ce n'est pas ça, ce sont les libertés fondamentales et individuelles. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas Dieu. La santé, c'est global, parce que les gens qui sont entrés en dépression depuis 2 ans, les suicides, les capacités cognitives des enfants qui ont baissé, ça c'est à mettre en balance par rapport aux 100 morts qu'on a chaque jour, d'accord? Nous n'allons pas vivre
pendant des années comme ça. Je ne veux pas vivre avec le masque. Probablement, non, malheureusement. Eh bien ça c'est franc, je vous en remercie. Mais moi je ne veux pas vivre dans une société de gens masqués.